Les normes passées ne peuvent être réinstaurées parce que leurs présuppositions ont disparu. S'orienter d'après ces normes ne serait pas moins arbitraire que l'état de choses que le conservatisme culturel, de manière trop irréfléchie, vilipende en le qualifiant d'anarchique. Les normes dont la légitimité ancienne est elle-même partiellement remise en question devaient de toute manière la plénitude de leur sens à ce que Hegel nomme substantialité, c'est-à-dire au fait qu'elles n'étaient pas posées face à la vie et à la conscience purement et simplement comme une loi établie de l'extérieur, mais qu'elles se trouvaient si problématiques qu'elles fussent en une certaine unité avec la vie et avec l'esprit. Si cette substantialité-là est absente, si l'esprit ne s'y retrouve pas dans les normes qui orientent ces procédures, il est vain de partir en quête de normes et de paradigmes. Ce n'est pas un hasard si dans pareille entreprise on part à tâtons dans le passé. On sent bien que les normes substantielles font défaut, que le geste de les édicter serait nécessairement arbitraire et garderait une part obscure. Mais on fait au passé le crédit de la substantialité. Seulement, on méconnaît que le processus qui les a abolis est irréversible. Comme le formule Hegel, l'esprit n'est pas en mesure, s'agissant d'art, de s'arrimer à des conceptions du monde qui appartiennent au passé. Il ne peut se les approprier en substance. L'ensemble du mouvement critique appelé nominalisme, et qui a détruit la préséance abstraite du concept sur l'élément singulier qu'il inclut, ne se laisse pas plus abolir par décret s'agissant du registre de l'esthétique que dans celui de la métaphysique et de la théorie de la connaissance. Aspirer à son abolition, geste qu'on est en droit de suspecter comme une aspiration à la tenue et à l'ordre, ne donne aucune garantie quant à la vérité et à l'objectivité de ce que l'on vise. L'idée de Nietzsche reste aujourd'hui de mise, comme il y a 80 ans, justifier un contenu à partir du besoin qu'on a de lui plaide, plutôt en sa défaveur qu'en sa faveur. Indéniablement, ce besoin a augmenté, en tout cas ceux qui se qualifient de positifs n'ont de cesse de le marteler pour le faire entrer dans la tête des gens. Mais la critique devrait explorer ce besoin-là en profondeur, autant que la situation dont il procède et auquel en apparence il s'oppose. En fait, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire d'une conscience réifiée. Le mouvement de l'histoire a séparé, en les arrachant l'un à l'autre, d'un côté la raison dominante devenue à elle-même sa propre finalité, et de l'autre ce qui est son affaire, désormais matière pure et simple de cette raison-là. Voilà comment du même coup ce mouvement a évidé l'idée d'objectivité et de vérité que la raison fut la première à formuler. Leur effondrement est alors devenu la souffrance de la réflexion, mais l'antithèse glacée du sujet et de l'objet se perpétue dans la position de ceux qui se représentent les normes de manière abstraite, séparée, chosifiée, qui seraient comme des harengs pendus au plafond que des morts de faim tentent de décrocher pour les chaparder. La position de ces normes passe face à la conscience propre du sujet est toute d'extériorité et d'aliénation. Cette conscience n'en fait pas plus l'expérience comme d'une affaire qui lui est propre qu'elle ne le fait du monde surpuissant des choses dans la situation d'aujourd'hui, ce monde au diktat duquel les hommes s'adaptent sans protester comme par impuissance. Le terme de valeur a vu son usage se répandre depuis Nietzsche pour signifier l'idée de normes non substantielles, coupées des hommes, et il n'est pas fortuit qu'il ait été emprunté à la sphère du chose-al par excellence, celle du rapport économique d'échange. Il dit ainsi mieux que toute critique ce qui fait l'importance de l'appel au paradigme. Si on réclame ces normes à corps et à cri, c'est qu'elles sont déjà devenues impossibles. Si c'est un vœu désespéré qui les annonce, c'est comme une sorcellerie qui les transforme en puissance aveugle et hétéronome, qui ne font dès lors que renforcer notre impuissance et dans cette mesure même qu'on sonne avec la mentalité totalitaire. Dans les normes et les paradigmes dont le caractère fixe et immuable est censé aider les hommes à trouver leur orientation quand il s'agit d'une production de l'esprit où le principe le plus intérieur est tout de même la liberté. Ce qui se reflète purement et simplement, c'est la faiblesse du jeu des hommes face à des conditions sur lesquelles ils pensent n'avoir aucun pouvoir. Et c'est la puissance aveugle de l'étang acceptée désormais comme il l'est. Ceux qui, pour conjurer le prétendu chaos d'aujourd'hui, nous font l'offre d'un monde de valeurs, manifestent simplement à quel point ce chaos est déjà devenu la loi de leur propre agir et de leur représentation. Ils ne comprennent pas que les normes et les critères artistiques, s'ils sont censés être vraiment plus que les repères d'une mentalité attachée à la règle prescrite, ne peuvent précisément être érigés en hypostase toute prête et qui transcenderait le domaine de l'expérience vivante. En art, il n'y a pas d'autres normes que celles qui prennent forme dans la logique de leur mouvement propre et auxquelles est capable de satisfaire une conscience qui les respecte, qui les produit et qui, de rechef, les transforme aussi.
Seule une minorité a encore la capacité et la volonté d'une telle entreprise dont la difficulté est devenue bien évidemment prohibitive au vu de la mise en pièces de tous les modes d'expression jusqu'alors disponibles. La très large majorité, celle de ceux qui font les importants face aux premiers en parlant de paradigme et de normes, en a d'autant plus à son aise qu'elle n'a pas de mal à promouvoir le parti de la moindre résistance en le faisant passer pour celui de l'éthique la plus haute, parti du lien enraciné, quand ce n'est pas celui de la dignité existentielle. Des normes obligatoires relèveraient aujourd'hui de la prescription pure et simple et pour cette raison même n'auraient aucune force d'obligation même si elles parvenaient à se faire obéir. Si abandonnées ne serait rien que la complaisance et exposerait au pastiche ou à la copie. Et pourtant, la plupart des gens ont beaucoup de mal à voir quel est ici l'enjeu, à savoir que le renoncement résolu à la norme statique et abstraite n'engage pas la production artistique à déchoir dans le relatif. Il est inconfortable de persister à le croire, car on devient proche alors de ceux qui, juste pour ne pas se faire détester, assortissent leur critique d'une protestation véhémente en disant qu'il n'y a là, au fond, rien de bien méchant, mais qu'il faut passer subrepticement par la porte de derrière ce qu'ils ont d'abord refusé de faire entrer par devant. Même celui qui garde une méfiance toujours alertée comme une telle habitude ne pourra éluder cette évidence. La force qui se voit trahie dans la manie du paradigme consiste précisément dans la possibilité de distinguer sans la moindre fausse réserve et exclusivement dans la chose même le juste et le faux, le vrai et son contraire. Renoncer à cette possibilité, renoncement qui sacrifie le sérieux esthétique et qui, d'un relatif aveu, confie la responsabilité de la démarche au bon plaisir, lequel motive aussi de manière inavouée la manie du paradigme, et, en art, un geste tout aussi faible que l'est à l'opposé la mentalité liée à l'autorité. L'essentiel est que la compréhension profonde de la légitimité concrète des œuvres d'art émancipées de toute prescription d'ordre général ne retombe pas dans le catalogue figé de ce qui est permis et de ce qui est interdit. J'ai autrefois comparé la production artistique et la démarche qu'implique son mode de connaissance avec la manière dont avance sans lumière le mineur, si décrié. Certes, il ne voit pas où le mouvement l'entraîne et pourtant son sens tactile lui indique exactement la complexion des boyaux, la dureté des résistances, les passages délicats et les angles dangereux. Ce sens guide ses pas qui ne s'en remettent jamais au hasard. Pour autant, il ne faut pas en conclure que toute compréhension profonde du juste et du faux dans l'art aujourd'hui serait proscrite, et qu'il n'y aurait qu'à se soumettre littéralement en aveugle aux connexions internes de chaque conception particulière. Pareille résignation de la pensée à l'égard de l'obscurité de la forme esthétique serait prématurée à l'excès. La complexion de ce que l'artiste a à réaliser se communique à sa capacité sensible. Et il doit, par la réflexion, l'élever jusqu'au niveau de sa conscience autocritique, s'il veut, somme toute, produire quelque chose qui soit digne de l'homme. Dès lors, quelle que soit l'immanence concrète de chaque objet particulier, la production artistique a aussi partie liée avec le concept. Cela se justifie peut-être concrètement par le fait que jusque dans les impulsions les plus individuelles données à l'œuvre d'art, jusque dans les impulsions les plus irréductibles à tous les schèmes introduits de l'extérieur, survit une légitimité objective de la nature de celle qui a pu constituer à intervalles le langage formel de l'art, dans son évidence et son objectivité. Il n'y a qu'une réponse possible aux besoins de normes, s'il n'est pas qu'une faiblesse, mais s'il révèle aussi un manque dans sa faiblesse même. Cette réponse serait la suivante, que la production artistique, sans loucher le moins du monde sur l'extérieur, se soumettre et s'en remettre à la contrainte de son hic et nunc, avec l'espoir que grâce à son attitude conséquence, l'individuation ainsi dépouillée pourra s'avérer être objectivité, avec l'espoir que la dimension singulière, la seule à laquelle elle fait droit l'œuvre d'art, pourra se révéler dimension commune. Malgré toutes les réserves, il faudrait exprimer cela de manière un peu plus générale. Toute œuvre d'art aujourd'hui devrait être entièrement et de part en part maîtrisée dans sa configuration. Elle ne devrait pas contenir une tâche morte, pas un élément formel qui soit accepté de façon hétéronome. Ce qui décide de la qualité formelle d'une œuvre, c'est de savoir si elle fait de ce principe une visée première, ou si sa propre amorce la condamne à ne plus respecter l'exigence d'absolu qu'elle affirme d'emblée par sa seule existence. Dans une situation où aucun langage stylistique n'élève plus le niveau moyen si tant est que ce fût jamais le cas, seules les œuvres du plus haut niveau formel peuvent encore tout bien compter prétendre à l'existence. Le niveau moyen qui s'effraie de l'effort à fournir jusque dans le plus petit détail a été immédiatement relégué au niveau du médiocre. Mais la démarche que doit adopter l'œuvre d'art pour satisfaire à des critères aussi rigoureux ne dépend pas d'une règle fortuite qu'on se serait contenté de poser soi-même pour s'y conformer. Quand il donne ses conseils à Walter Stulzing,
Hans Sachs a beau identifier avec acuité le déclin précisément de ce dont on fait aujourd'hui boutique sous le nom de normes et de paradigmes, il s'en faut de beaucoup qui lui rendent raison de la teneur d'objectivité de la démarche subjective. Il est vain de faire appel à une vision du monde pour trouver la liaison. Celle-ci se niche bien plutôt et surtout dans le matériau avec lequel les artistes ont à travailler. C'est le mérite qu'on aurait garde de sous-estimer des mouvements connus sous le nom d'objectivité concrète, Sachlichkeit et de forme-finalité, Zweck, forme, d'avoir reconnu cette vérité. Mais dans le matériau, il y a de l'histoire qui s'est sédimentée, et seul celui qui sera en mesure de faire la différence entre ce qui est historiquement échéant et ce qui est irrémédiablement dépassé aura une production répondant aux matériaux. Cela, les artistes l'ont présent à l'esprit chaque fois qu'ils renoncent aux couleurs, aux formes, aux sons qui sans doute seraient possibles comme matière naturelle, mais qui, en vertu de ce qui est associé d'un point de vue historique, contredisent le sens spécifique de ce que l'artiste a à réaliser au moment donné. Simple manière de dire les choses autrement. Le matériau n'est pas constitué d'éléments premiers, d'atomes abstraits qui seraient en eux-mêmes dénués de toute dimension intentionnelle, et que les intentions de l'artiste pourraient maîtriser à loisir. Non, le matériau lui-même vient à l'œuvre en lui apportant des intentions. L'œuvre ne peut les intégrer dans ses propres connexions que si elle les comprend, que si elle se forge en s'adaptant à elles, et ainsi les modifie. On ne peint pas avec des couleurs, on ne compose pas avec des sons, mais avec des relations de couleurs, des relations de sons. Le concept artistique de matériau a fini par s'appauvrir et par se dépouiller de son objectivité dans la mesure où il a fait table rase et où il a ignoré les déterminations de ce à quoi son action participe. Mais la sphère dans laquelle il est possible de décider du juste et du faux d'une manière qui est valeur contraignante, sans avoir pour autant recours aux leurres des paradigmes, c'est la sphère technique. Cette idée qu'on trouve formulée de manière incomparable dans les écrits de Valéry devrait demeurer présente à tout art nouveau dès lors qu'il se refuse vraiment à se laisser aller au hasard de mauvaise aloi. Il ne s'agit plus là des recettes techniques de l'enseignement artistique, encore tributaires de l'extériorité des normes et des procédés, lesquels, il est vrai, leur offrent une échelle permettant des distinctions bien précises. Il faut dépasser toutes les représentations de ce type dont la certitude n'est qu'apparente, et s'élever jusqu'au concept de cette technique qui part exclusivement de la chose même pour enseigner comment celle-ci doit être et ne pas être. Opposé à cela, l'argument selon lequel la technique ne serait qu'un simple moyen dont la fin serait le seul contenu, relève d'une demi-vérité comme toute trivialité. En art, en effet, il n'y a pas un contenu qui serait présent sans que sa manifestation soit médiatisée. La technique est le concept inhérent à une telle médiation. Il n'y a que là où s'accomplissent les légitimes techniques qu'il est possible de juger si une œuvre d'art a du sens ou non. Il n'y a qu'au centre névralgique de sa complexion et non dans ce que cette œuvre aurait en fin de compte voulu dire ou aurait exprimé qu'il est possible de saisir son sens. Évidemment, les questions que nous venons d'évoquer seraient celles de la vérité de ce sens lui-même, celles de la vérité du contenu et finalement celles de savoir si la manière traditionnelle de concevoir l'organisation du sens est encore à la hauteur de ce que réclame l'œuvre d'art. L'ombre du relatif qui finit ainsi par tomber sur le jugement esthétique est la même que celle d'une limite qui conditionne par définition tout ce que font les hommes. Néanmoins, opérer un court-circuit pour affronter des questions aussi radicales et pour développer une philosophie de l'art pleine d'emphase, ignorante des médiations de la technique, ne pourrait conduire qu'à saboter par abstraction résonante les décisions spécifiques concernant les procédés artistiques. La dimension d'incertitude qui est celle de l'art, en tant qu'il est le produit d'une conscience mortelle, ne doit pas devenir un alibi pour qui veut nier les différences qualitatives faciles à percevoir, et qui veut mettre sur le même pied le kitsch lisse et la grande œuvre, dont la grandeur doit être pensée au voisinage même de sa propre fragilité. Si le fait de maintenir ouvertes les questions ayant trait au sens esthétique permet aujourd'hui l'apparition d'œuvres dans lesquelles cette signification est problématique par un faiseur de paradigme, n'est dès lors en droit de vociférer pour les faire fuir ce qu'il considère comme secrètement scellé et d'emblée plus perdu que ce qu'il estime perdu. C'est exclusivement dans le champ que le conformisme se plaît à considérer comme expérimental que la possibilité du vrai en art trouve encore son refuge. 2. L'art et les arts. Dans l'évolution la plus récente, les frontières entre les genres artistiques fluent les unes dans les autres, ou plus précisément, leurs lignes de démarcation s'effrangent. Certaines techniques musicales ont de toute évidence été suscitées par des techniques picturales, que ce soit par ce qu'on appelle l'informel ou par la construction du type Mondrian.
Dans bien des cas, la musique tend au graphisme par sa notation. Non seulement cette notation devient ici semblable à des figures graphiques autonomes, mais plus encore c'est son essence graphique et prend une certaine indépendance face à la composition. Là où c'est le plus frappant, c'est peut-être dans les œuvres de l'italien Silvano Bossotti, qui est venu à la musique par les arts graphiques. Des techniques spécifiquement musicales, comme la sérielle, ont influencé en tant que principe de construction la narration moderne, notamment celle de Hans Helms, compensant ainsi le retrait du contenu narratif. La peinture, quant à elle, ne veut plus désormais se contenter de la surface, qu'elle ait renoncé à l'illusion de la perspective la pousse à son tour dans l'espace. Pensons à Nesch ou aux constructions proliférantes de Bernard Schulz. Avec les mobiles de Calder, si la sculpture cesse d'être en repos dans toutes ses parties, ce n'est désormais plus comme dans sa phase impressionniste en imitant le mouvement. Elle voudrait, selon le principe aléatoire de la harpe éolienne, se temporaliser elle-même, au moins en partie. Par ailleurs, du fait de leur interchangeabilité ou de leur permutabilité, les sections musicales perdent un peu de caractère contraignant de leur succession chronologique. Elles renoncent à leur similitude avec des relations causales. De même, les sculpteurs ne respectent plus cette frontière entre sculpture et architecture qui paraît aller de soi au vu de la différence entre le fonctionnel et le non fonctionnel. Tout récemment, Fritz Wotruba m'a fait remarquer que nombre de ces sculptures deviennent des constructions quasi architectoniques. Il se référait expressément à Scharun, en un processus qui s'amorce avec des rudiments de figures humaines et au cours duquel l'objet se perd de plus en plus. C'est un homme habitué à référer les expériences esthétiques au domaine qui lui est le plus familier, la musique, que je relève pareil phénomène avec l'arbitraire de l'observation toute fraîche. Ce n'est pas à moi de les classer, mais il y a une telle variété et une telle insistance dans ce phénomène qu'il faudrait être aveugle pour ne pas soupçonner là les symptômes d'une tendance puissante. Il faut la saisir et si possible interpréter le processus d'effrangement. Sa violence est la plus grande là où il jaillit du genre artistique lui-même de manière effectivement immanente. Certes, inutile de nier que certains louchent d'un côté ou d'un autre. Quand les compositions vont chercher leur titre chez Klee, on suspectera qu'elles sont d'essence décorative, dont le contraire de cette modernité à laquelle elles cherchent à coller par de tels intitulés. Toutefois, pareille propension ne mérite assurément pas le dénigrement auquel se plaisent ceux qui sont rompus à l'exercice de l'indignation contre un prétendu snobisme. Ce sont les immobilistes qui parlent le plus volontiers de suiveurs. En vérité, ils visent les précurseurs. L'immunité contre l'esprit du temps n'est pas en tant que telle un mérite. Elle témoigne rarement d'une résistance, le plus souvent d'un provincialisme. Même dans la pâle figure de l'imitation, il y a quelque chose qui pousse à être moderne, voire une parcelle de force productive.